Dissuasion, énergie nucléaire, deux concepts très clivants. Qu'en pensez-vous ? Et pourtant, à l'aube des défis qu'attendent nos enfants et les générations futures, il va falloir se positionner. Les métiers liés à la dissuasion et à la problématique de l'énergie nucléaire sont quasiment les mêmes. Nous allons donc avoir besoin de toutes les forces vives pour alimenter ces viviers. Comment alors redonner le goût des sciences aux jeunes et tout particulièrement aux jeunes femmes ? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle causerie de la collection Égalité. Avec cet épisode, nous entamons la série Femmes et Sciences. Et pour aborder ce sujet, quoi de mieux que d'inviter une femme qui est activement impliquée dans les sciences. J'ai le plaisir d'accueillir Virginie Silver, qui est docteure de l'école polytechnique en physique des plasmas et qui a une place bien particulière dans un organisme d'importance pour notre pays. Virginie, bonjour. Bonjour Adeline. Merci d'avoir accepté de partager votre parcours avec nous. Je vous laisse vous présenter un petit peu. Écoutez Adeline, merci de me recevoir et c'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Alors je suis Virginie Silver, j'ai 46 ans, je suis physicienne des plasmas. Bon, ça fait un petit moment que je vais passer ma thèse. Effectivement, alors cette thèse, je l'ai effectuée sur une école prestigieuse, l'école polytechnique, au sein du laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses. Donc j'ai soutenu cette thèse en 2004 et j'ai connu une expérience d'enseignement pendant 2-3 ans, une expérience d'enseignement en tant que vacataire, de la 5e jusqu'à la terminale S. Et puis j'ai intégré le CEA en 2007, et organisme dans lequel je suis toujours aujourd'hui. Donc le CEA de Val-Duc en particulier. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est cet organisme ? Alors effectivement, il est bon de repréciser le contexte et puis et les contours de cet organisme, de ce vieil organisme. On a fêté il y a quelques années les 75 ans du CEA. Alors le CEA pour Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est le général de Gaulle qui a créé par ordonnance le CEA en 1945. Il voulait que les physiciens de l'époque travaillent, mettent en œuvre leurs compétences pour imaginer un moyen de protection du pays, et en l'occurrence donc la production d'une arme nucléaire. Donc ce CEA, il dispose de 4 directions, dont une direction de la direction des applications militaires à laquelle j'appartiens. Les 3 autres directions sont des directions des applications civiles du CEA. Cela paraît plutôt impressionnant comme ça d'entendre le mot arme nucléaire. Est-ce que vous pourriez nous résumer un petit peu votre expérience au sein de cet organisme aujourd'hui ? Alors, oui, je suis ravie, je suis là pour ça. Donc, j'ai intégré le CEA en 2007. J'ai eu une première expérience en région parisienne où j'étais conceptrice d'expériences laser. Donc en fait, je modélisais un objet par la simulation numérique. Donc j'ai réalisé ce travail pendant 9 ans. Et puis, je suis arrivée en Bourgogne sur un autre centre de la direction des applications militaires. Il faut savoir qu'il existe 5 centres qui pavent le territoire national. Et ces 5 centres, en fait, développent des compétences et des métiers spécifiques aux missions qui leur sont conférées. Donc, moi, je travaille aujourd'hui sur le site de Val-Duc en Bourgogne et j'ai occupé plusieurs postes jusqu'à ce poste stratégique aujourd'hui à la direction du centre où je m'occupe donc de la communication, des affaires publiques et aussi des affaires scientifiques. Alors justement, en 3 mots, pour évoquer un petit peu votre mission d'aujourd'hui, finalement, au centre de Val-Duc. Alors, si j'avais 3 mots pour résumer aujourd'hui ma profession, finalement mon expérience au cœur de la direction des applications militaires, c'est dissuasion, science et communication. D'accord. Alors la dissuasion, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu ? Alors, ça ne parle pas forcément à tout le monde, le mot dissuasion. Est-ce que vous pouvez nous effectivement, alors pour autant, c'est un concept fondamental, fondamental pour nos concitoyens, pour le pays. Vous l'avez rappelé en introduction, c'est un concept qui peut être clivant. Pour autant, la dissuasion, c'est l'assurance vie de notre pays. Et je suis fière, chaque jour qui passe, de contribuer donc
à ma manière à la défense de mon pays. Je suis quelqu'un d'engagé et je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à servir la maison et mon pays dans ce cadre-là. Alors des mots qui résonnent fortement finalement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu au quotidien, une journée, un peu type, comment ça se passe pour vous au sein de votre équipe, je suppose? Oui, alors effectivement, donc je suis aujourd'hui manager d'une petite équipe donc dans ce centre spécifique de la direction des applications militaires. Donc, les missions de cette unité sont celles de coordonner les activités scientifiques du centre. Donc, c'est-à-dire que je m'assure que les briques scientifiques et technologiques et les moyens sont là pour permettre aux équipes de développer en fait tous les axes de recherche qui seront mis à profit des missions qu'on a à exercer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire mettre en place les briques technologiques? C'est-à-dire s'assurer que les collaborations sont nombreuses, sont bien identifiées, elles sont clairement adressées. M'assurer également qu'on a un vivier de doctorants suffisant. Je m'occupe aussi de coordonner les activités de valorisation des brevets qui sont déposés par nos ingénieurs et chercheurs. J'ai quelqu'un dans mon équipe, notamment une juriste qui s'occupe de la propriété intellectuelle. C'est un enjeu important qui vise en fait à détenir, à écrire si le CEA en fait détient les résultats d'une étude ou les partage avec l'organisme partenaire. Et enfin, le troisième pilier de mon unité, c'est la communication interne et externe. Donc communication externe, c'est-à-dire toutes les actions de communication telles que celles que l'on fait aujourd'hui, auprès des ingénieurs, auprès des jeunes, auprès des lycéens. Toutes ces actions de communication en fait contribuent au rayonnement de l'organisme. Donc c'est très important. Et la communication interne, elle, va chercher à valoriser les équipes du site et leur faire sentir qu'elles appartiennent à quelque chose de bien plus vaste, qui est l'organisme CEA. Donc là, la notion d'équipe et de solidarité dans l'équipe semble très importante. Alors comment vous démarrez du coup je reviens un petit peu à ma question, comment vous démarrez une journée où vous savez que vous avez toutes ces missions finalement, alors peut-être pas sur la même journée, mais alors comment s'organiser avec autant d'objectifs ? Alors effectivement, donc les missions sont nombreuses au sein de mon unité, mais je ne suis pas la seule à piloter tout ça. J'ai une équipe sur laquelle je m'appuie, une équipe exclusivement féminine. C'est peut-être finalement quelque chose d'important à souligner. Alors moi, en tant que femme, j'adresse peut-être un message. Et finalement, j'ai eu beaucoup de candidatures de personnes féminines. Alors, on en parlera peut-être à la fin de cette interview. Il est important d'avoir une représentation féminine au cœur des équipes pour donner aussi l'envie aux jeunes femmes de nous rejoindre. Donc, si je reviens sur le partage des tâches au sein de mon unité, eh bien, une journée type, pour moi, ça va être d'organiser le travail de mes équipes, ça va être de les prioriser, ça va être aussi une partie d'écoute, parce qu'on est entre nous. C'est d'abord l'humain qui est au cœur des missions. Donc, il faut s'assurer aussi que les moyens humains sont assurés. Donc, je m'assure du bien-être de mes équipes aussi, autour d'un café. Et ce moment de partage est important pour bien démarrer la journée et mener ces actions de manière efficace. Donc voilà, de l'organisation, de la gestion des demandes, de la priorisation. Et si on était une petite souris et qu'on écoutait l'équipe qui est en train de parler de vous, que dirait-elle de Virginie Silver, qui les coordonne, qui les manage ? Alors, je pense qu'elle dirait que je suis rigolote, énergique, ça c'est certain, à l'écoute aussi, et puis efficace. Alors moi qui suis assise à côté de vous, je ressens déjà cette passion et cette énergie qui est là, rien que pour présenter votre métier. On sent que cette énergie, c'est le moteur essentiel pour bien fonctionner dans beaucoup d'aspects de votre travail. Est-ce qu'on a le droit de vous demander un petit peu sur quoi vous travaillez en ce moment ?
Bien sûr. Alors, c'est vrai que, bon, j'en ai pas parlé à la question précédente. Évidemment, je suis quelqu'un de très occupé. J'ai beaucoup de réunions, je suis souvent en déplacement, mais pour autant, je le répète, la qualité de vie au travail est quelque chose de fondamental. Et ça, c'est quand même mon premier souci. Je vous dis, j'assure les moyens techniques, mais j'assure d'abord les moyens humains. Alors, oui, vous avez le droit de me demander ce que je fais, et je vous dirai ce que je suis en droit de vous dire. Donc les actions de communication, on peut en parler assez largement. Moi, j'accorde de l'importance à la diffusion de l'information auprès des jeunes. J'estime que, je le prends vraiment comme une mission personnelle, au-delà des enjeux de l'organisme. Je m'adresse d'abord et avant tout aux écoles d'ingénieurs. Ce que j'ai remarqué au cours de ces actions, alors que ce soit des actions de conférences plénières, de forums, de témoignages, c'est qu'elles sont importantes au niveau des écoles d'ingénieurs, mais pas suffisantes. Au niveau de la jeune génération d'ingénieurs, on a affaire finalement à une population qui est déjà convaincue que les sciences sont importantes et que les briques qu'on y développera à l'intérieur des études que l'on fait feront partie des solutions qu'on mettra à l'œuvre pour résoudre les défis de demain. Bon, cette population-là, elle est importante à soigner, mais pas suffisante. Aujourd'hui, je mène des actions au niveau des lycées et des collèges. Alors typiquement, si on peut les citer ici, c'est des actions dans le cadre de l'événement Les Olympiades des métiers, ou encore C'est génial, les concours C'est génial. Donc j'affiche le CEA comme partenaire de ces événements. Donc je prends souvent avec moi des jeunes alternants ou encore des jeunes embauchés qui viennent témoigner en fait de leur expérience auprès des jeunes et puis démystifier un petit peu ces métiers qui peuvent sembler peut-être un peu trop rudes ou en tout cas il y a de la méconnaissance. Et ce que j'apporte au travers de ces actions, de ces actions de communication, c'est de la connaissance justement de ce terrain. Et aux filles aussi, parce que les jeunes filles du collège ou du lycée, elles sont souvent ancrées dans une espèce de croyance finalement que la science, c'est pas pour elles, les maths, c'est pas pour elles, alors que si, c'est pour tout le monde. Il faut dépasser ces préjugés-là et puis aller toujours de l'avant. Donc voilà, je m'étale sur ces actions de communication, mais je considère que c'est vraiment important et surtout pour relever les défis de demain. Et j'ai encore une question sur cette action de communication. Est-ce que vous pourriez nous donner, par exemple, dernièrement, une action qui a été pour vous réussie, dans laquelle vous vous êtes investi ? Alors, effectivement, donc si on en reste sur la communication, là, je vais peut-être plus vous parler sur la communication scientifique. Donc, de façon générale, l'organisme CEA publie dans les revues, il participe à des conférences pour lesquelles on produit des abstracts, des résumés de conférences, on fait des posters et puis on partage en fait notre connaissance des phénomènes physiques de base et on échange avec nos pairs académiques. Bon, je vais donc vous parler de cette communication scientifique qui est importante et puis qui contribue en fait à la crédibilité de notre organisme. Ça fait aussi partie de la dissuasion que de publier dans les meilleurs journaux et dans les meilleures revues scientifiques pour montrer au reste du monde que la direction des applications militaires conduit des travaux au meilleur niveau mondial. Donc si on parle de la communication scientifique, la meilleure communication, la plus récente, c'est la participation de deux ingénieurs du centre de Val-Duc au fameux CES de Las Vegas en janvier 2024. Alors ce CES, c'est le Consumer Electrical Show, donc c'est le plus grand salon mondial de l'innovation. Et donc le CEA était largement représenté, la direction des applications militaires aussi. Donc ils ont mis en visibilité un procédé extraordinaire d'élaboration de mousse métallique. Alors ce qui est extraordinaire, le procédé est breveté, ils ont en fait réussi à synthétiser par plasma électrolytique. Alors pour celles et ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller voir sur Internet ce dont il s'agit. Ils ont réussi à synthétiser des mousses métalliques dont la surface spécifique est si vaste
que les caractéristiques, en fait, vont permettre des applications phénoménales de ces mousses métalliques. Alors, des applications pour la captation de CO2, des applications dans l'énergie, bref, je ne pourrais pas les citer là, mais c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'ils ont découvert. Et ils en ont fait la promotion. Et j'ai couvert aussi cet événement, je les ai accompagnés dans la diffusion des messages. Donc, c'est quelque chose dont on est tous très fiers. Évidemment, je ne suis pas la seule. On est vraiment une équipe, on travaille tous dans la main et c'est ça qui fait la réussite de ces actions. Alors revenons un petit peu en arrière parce que finalement j'ai l'impression que c'est pas ce que vous avez fait dès les débuts. Alors revenons un petit peu sur vos débuts. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu, même si vous avez déjà commencé un peu à le faire dans l'introduction, les étapes qui vous ont mené finalement à cette étape forte pour vous de communication? Alors effectivement, j'ai 46 ans, j'ai pas toujours occupé le métier que j'occupe aujourd'hui, le poste que j'occupe aujourd'hui. Donc je vous ai parlé de cette expérience d'enseignement qui m'a apporté beaucoup en termes déjà en termes de communication. J'ai dû développer en fait des moyens pour tenter de communiquer avec ces jeunes élèves de 5e pour qui l'électron, on ne savait pas trop bien de quoi il s'agissait et pour autant il fallait que je leur enseigne de l'électricité. Bon, donc j'ai dû m'adapter. Alors j'ai développé ces compétences-là d'adaptation, de faire passer le savoir avec des mots simples et ça a finalement été ma première expérience de communication. Donc quelque chose de très enrichissant. J'ai fait ça 2 ans et demi jusqu'au moment d'intégrer le CEA en 2007, effectivement. Donc j'en ai déjà parlé. Donc première expérience au CEA qui est celle de la simulation numérique. Donc je menais sur des supercalculateurs qui sont basés à Bruyères-le-Châtel en région parisienne dans un autre site de la direction des applications militaires, des calculs très complexes qui sont menés sur des architectures extraordinairement complexes également. Donc ce sont des supercalculateurs qui permettent de réaliser des opérations, un nombre d'opérations phénoménal, des milliards d'opérations par seconde, sachant que mes calculs pouvaient durer plusieurs jours. Donc, je mêlais en fait la physique, le numérique, l'architecture calcul, et ça a été une expérience très enrichissante, très technique et très enrichissante. En 2016, donc, j'ai choisi de rejoindre la Bourgogne, où j'ai pris la tête donc, d'une unité de fabrication. Et ce qui a été enrichissant, finalement, c'est le volet complémentarité. J'étais conceptrice, donc dans la théorie, on va dire, à Bruyères-le-Châtel, et là, je me retrouve dans un centre de production où là, on fabrique les objets à très forte valeur ajoutée qu'on avait imaginés par ailleurs. Donc, alors, et dans tout ça, il y a quand même une thèse à l'origine. Oui. Et cette thèse, qu'est-ce qu'elle vous a amené? Qu'est-ce qu'elle vous a permis de développer, qui après vous a donné ses facilités en tant qu'enseignante, puis ensuite en tant que conceptrice, et aujourd'hui en tant que personne de la communication? Alors effectivement, donc, cette thèse menée à l'école polytechnique et plus particulièrement au laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses, je l'ai entamée en 2001, soutenue en 2004. Une thèse, c'est de la formation par la recherche. Donc c'est une première expérience professionnelle, une première plongée dans ce monde de la recherche. Une expérience très enrichissante. Effectivement, on développe des compétences scientifiques et techniques, ça c'est la base, c'est le terreau. On est capable à l'issue de faire de la veille, de synthétiser ses connaissances, mais on y développe aussi des compétences transverses qui sont transférables à l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises s'intéressent aux docteurs parce que justement, ils ont développé des métacompétences. Donc ces métacompétences, c'est de l'adaptabilité, de la curiosité, de la rigueur, de la résilience, de la créativité aussi, de l'autonomie, le sens de l'observation, la prise de hauteur. Et toutes ces qualités sont accessibles à travers cette thèse. Je ne suis pas en train de dire que les écoles d'ingénieurs ne développent pas ces compétences, mais moi, ce que j'ai vécu au cours de cette formation, c'est bien ça. C'est bien le développement de cette capacité à s'adapter. Alors si je résume un petit peu, donc vous venez de résumer ce que vous a apporté votre thèse. L'enseignement, ça a été la souplesse, l'adaptabilité, peut-être un peu de patience aussi, je partage. Puis ensuite, votre métier dans la conception vous a amené rigueur, concentration, synthèse. Et puis aujourd'hui, vous parlez quand même d'une autre compétence qui fait votre force aujourd'hui, c'est le management, et au féminin. Alors, comment vous l'avez appris ce management ? Alors, effectivement, donc ce management, je ne pense pas l'avoir appris.
En tout cas, j'essaye de m'améliorer chaque jour qui passe. On arrive avec un socle de compétences scientifiques et techniques, ça c'est ce qu'on apprend à l'école. Ça c'est solide, ça nous rassure parce que c'est un socle existant, voilà, on arrive vraiment à l'appréhender. Voilà. Le management, pour autant, les formations existent. On a des outils, ces outils sont très bien faits. On a des formations, nous, en tant que management, pour justement optimiser ces techniques. Mais quand on est lancé dans cette aventure, on n'a pas forcément le bagage qui va avec. Et donc, on y va un peu à l'inspiration. Et en tant que femme, je pense que ça m'a beaucoup aidée, parce que je suis arrivée dans cette expérience de management donc, sans outils. Voilà. Donc j'y suis allée en tant que Virginie. Et cette capacité de lier les équipes, je pense qu'elle est exacerbée quand on est une femme. Donc les relations humaines, je pense que c'est la partie la plus complexe que j'ai eu à gérer au cours de ma carrière. Mais pour autant, c'est peut-être la frange la plus intéressante. Parce que justement, elle comporte des circonvolutions dans lesquelles on a envie de s'introduire et puis essayer de décortiquer un petit peu toutes ces... Il y a toujours des petites surprises finalement. Exactement. Et le jour 1 n'est pas le même que le jour 2 finalement, Tout à fait. suite à ces relations humaines. Tout à fait. Et de toute façon, pour bien travailler, il faut que ces équipes soient au top, soient bien, soient dans le bien-être. Et ma contribution en tant que femme, c'est ça. Je le redis, mais c'est important. Les moyens techniques, certes, mais les moyens humains, c'est le terreau qui fait que tout va bien se passer derrière. Oui. Alors, et finalement, après tout ce chemin, vous arrivez à la direction des applications militaires du centre de Val-Duc. Comment se sent la femme que vous êtes, chaque matin, qui se lève avec un objectif de contribuer à la fabrication des armes de la dissuasion ? Alors effectivement, moi je ne me suis pas levée un matin et je ne me suis pas dit je vais aller fabriquer des armes. Ça, je me suis engagée dans un parcours scientifique. Quand j'étais jeune, je voulais être astrophysicienne et j'avais un rêve qui était celui d'être derrière mon télescope et d'enregistrer les plus belles images des nébuleuses. J'avais ce rêve. Et finalement, au fur et à mesure des années qui passaient, je me suis bien rendu compte qu'être astrophysicienne, c'était peut-être quelque chose d'autre. Donc voilà, il fallait faire des maths, il fallait savoir résoudre des équations complexes avec des méthodes numériques, faire beaucoup de physique. Mais finalement, ça me réjouissait aussi. Aujourd'hui, je ne fais pas d'astrophysique, pour autant je côtoie des environnements, on va dire, thermodynamiques équivalents que ceux qui existent au cœur des étoiles. Donc on va dire que c'est le liant. Le liant, c'est ces régimes-là, c'est la physique qui est au cœur de ces phénomènes qui me passionnent. Alors, évidemment, la dissuasion pour moi, c'est un engagement fort, un engagement personnel, et j'ai vraiment l'impression de contribuer significativement, comme je le disais au début de cette interview, à la sécurité de mon pays, voilà, dans la frange fine que j'exerce aujourd'hui. Les armes de la dissuasion sont fabriquées pour ne jamais servir, ça je le rappelle. Nous avons des valeurs à la DAM, elles sont fortes et elles nous mobilisent chaque jour. Donc ces valeurs, c'est l'engagement, c'est l'intégrité, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'ambition et c'est l'accomplissement. Alors, vous avez réussi finalement à vous asseoir une place, somme toute d'importance, dans un domaine scientifique, en tant que femme. Et du coup, cette fois, c'est vraiment la femme que je questionne. Quel est votre regard justement sur le monde de la recherche et de l'industrie ? Alors, on va peut-être commencer des éléments de réponse avec ce que ressentent les élèves. Typiquement, si on interroge un élève de secondaire ou même de primaire sur ce qu'est un scientifique, je vous dis, vous voyez, un scientifique, eh bien, si on leur demande de crayonner quelque chose, ils vont aller dessiner un vieux monsieur avec des lunettes au fond d'un laboratoire, peut-être même avec une barbe blanche. Donc voilà, il y a des préjugés, ils existent et ils sont inscrits dans la tête dans la tête de tout le monde. De tous. Voilà, donc ça c'est un constat. Maintenant, il faut aller au-delà. Alors si on se fie un petit peu aux études sérieuses qui ont été menées pour essayer de quantifier la place de la femme dans les sciences, eh bien le constat il n'est pas tout rose. On a environ 29% dans une étude relativement récente qui montre la place de la femme dans la recherche. Alors ces 29%,
39%, ils peuvent varier en fonction des régions du monde, des domaines adressés. Ce qu'on remarque, c'est que la France adresse même un taux bien plus bas, autour de 26%. Bon, ce qui est important de montrer aussi, c'est que la tendance actuelle, elle est plutôt à la baisse, et une nette baisse. La parité, elle est plutôt acquise au niveau de la licence. Pour se creuser au niveau du doctorat et enfin s'effondrer complètement quand on parle du personnel vraiment en recherche. Et puis alors là, quand on adresse les niveaux hiérarchiques et décisionnels, on est vraiment en deçà, je pense, de 10%. Alors comment on pourrait expliquer cette malheureuse tendance, ce constat qui s'effondre en plus, hein ? Alors, effectivement, je pense, et je l'ai déjà dit, il s'agit de croyances, croyances dans la tête des parents, peut-être même dans celle des enseignants, qui naturellement, et sans le vouloir, vraiment de façon inconsciente... Qui ont été enfants avant et qui ont eu les mêmes croyances. Des transmissions, on va dire, transgénérationnelles qui font que la femme doit faire plutôt des sciences molles ou alors de l'administratif, alors que les jeunes garçons sont forcément forts en maths. Non, je dis non. Pour autant, ces croyances, elles existent et elles se perpétuent et j'oserais dire le mot, contaminent les jeunes générations. Donc, pour autant, il n'y a aucune étude qui ont montré que la représentation des femmes dans les sciences était limitée par les capacités innées. Ça n'existe nulle part. Donc, ce terreau sociétal, les préjugés expliquent cette représentation. Il y a aussi peu de modèles féminins. On voit peu de femmes, même si, on sent que la presse, que les médias essayent de les pousser, mais c'est vraiment à la marge. Même les recruteurs ont eux aussi ces stéréotypes et eux-mêmes, de façon inconsciente, empêchent l'accès. Oui. Alors vous, d'après vous, un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ce constat ? Quelles actions on peut mener justement pour aller à l'encontre de cette tendance à la baisse ? Témoigner. Ce qu'on fait aujourd'hui, on est deux femmes. Dans les sciences, toutes les deux. Exactement. Il faut multiplier ces actions. Moi, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous, Adeline, aujourd'hui, pour témoigner de ça. Donc, multiplier les témoignages, favoriser notre visibilité dans les médias, dans les articles, contribuer à la promotion donc, des jeunes femmes, par exemple, dans les associations. Je ne sais pas si vous connaissez l'association WIN, Women in Nuclear, le cercle Interel, OSE. Le CEA est partenaire de toutes ces associations et la mixité au CEA, c'est un enjeu très fort. C'est quelque chose auquel vraiment, alors nous les managers en particulier, on est attentifs. On ne va pas aller faire de la discrimination positive, je ne suis pas en train de parler de ça, mais on va essayer de rétablir l'équilibre naturel. Une égalité. Voilà. Donc voilà. On favorise la visibilité, on met en avant les gens et puis ça paiera. Alors je ne vais pas dire que ça va payer à court terme, mais il faut poursuivre. Il va falloir du temps. Et on pourrait en parler encore tellement longtemps de ce sujet. J'aurais une dernière question qui n'est pas vraiment une question finalement, c'est de vous donner l'opportunité, alors vous avez déjà commencé au travers de ce témoignage, mais peut-être d'appuyer un petit peu plus sur éventuellement un message que vous auriez envie de délivrer avant que nous nous séparions. Alors ce message, je parle beaucoup avec les mains, je parle de façon naturelle. Là, je vais le lire, si vous me permettez, parce que je ne veux pas me tromper, c'est un message important qui va être adressé aux jeunes. Donc, jeune homme et surtout jeune femme, vous avez devant vous les plus grands défis que l'humanité moderne n'a jamais eu à relever. C'est armé de science et de bienveillance que vous trouverez demain les solutions que notre génération a eu peine à esquisser. Mais n'abandonnez pas et osez tout. Et je terminerai enfin par cette citation de Pierre-Gilles de Gênes, prix Nobel de physique en 91. « Le vrai point d'honneur n'est pas d'être toujours dans le vrai. Il est d'oser, de proposer des idées neuves et ensuite de les vérifier. » Et bien sur ces superbes paroles, nous allons d'abord vous remercier chaleureusement, Virginie Silver, pour ce témoignage passionnant et passionné. Le message est clair, donc n'hésitez pas à partager autour de vous, avec les moyens que vous avez, ce témoignage et aussi toutes les petites pistes que Virginie nous a proposé de développer au moyen de témoignages à nouveau et vous intéresser aux associations qui peuvent justement promouvoir les femmes. Alors bien sûr, nous cherchons à redorer aussi le blason des sciences et donc nous nous adressons effectivement aux jeunes femmes, mais aussi à tous. Merci Virginie. Merci Adeline.
Merci.